Bonjour. Suite de Compartiment 4, chapitre 4. C'est dans cet état d'effervescence que mécaniciens et contrôleurs arrivèrent sur les lieux du désastre. Tout le monde voulut parler en même temps, mais l'étudiant du haut de son porte-bagages, voulant expliquer que c'était à cause d'un coup de sifflet que tout avait commencé, après 30 minutes d'explication, le train repartit. Le chat retrouva sa caisse, le saucisson dans son torchon, et le militaire qui s'éternisait sur mes genoux, sa place. L'étudiant, se sentant plus en sécurité dans le filet à bagages que parmi cette bande d'illuminés, voulut rester, mais les contrôleurs l'obligèrent à réintégrer la banquette. Tant qu'à notre contrôleur, il partit sans même vérifier nos billets. Dans le compartiment, les conversations fusèrent. Tout ceci nous avait rapprochés, même un peu trop. Marie était maintenant collée près du militaire. Madame Minou ou Madame Petsec avait son air pincé. Elle avait carrément changé de place. C'était près de notre agriculteur qui se prénommait Joseph qu'elle se trouvait maintenant. Chapitre 5. Gare de Besançon. C'est dans cette ambiance amoureuse pour certains que le train entra en gare de Besançon avec plus de 30 minutes de retard. Besançon, heureuse d'être arrivée entière après toutes ces mésaventures survenues dans le compartiment 4, que tous les voyageurs comme des rats sur un navire, fuyant un naufrage, avaient disparu. Le militaire eut quand même la gentillesse de me jeter ma valise dans un chariot à bagages qui se trouvait sur le quai. Ne voyant personne de ma connaissance, je me dirigeais tranquillement vers la sortie, cherchant un visage familier, mais rien. Peut-être au café de la gare, étant donné le retard du train. L'établissement n'était pas bien grand. J'eus vite fait de faire le tour, mais personne. Il fallait se rendre à l'évidence. On ne m'attendait pas. Très contrarié et un peu perdu, prenant la direction de la gare routière, avec un peu de chance, serait-il possible qu'il y eût un car qui dessert le village de mes amis? Oui, il y avait bien un véhicule. Hélas, il était déjà parti. Le préposé au billet m'indiqua qu'un autre partira demain matin à 10 heures. Prenant mon billet pour plus de précaution, je retournais à la gare. Il fallait que je me trouve une chambre. Ceci était nouveau pour moi. Je n'étais jamais entré seul dans un hôtel. Je n'ai pas cherché longtemps. Près de la gare, un petit hôtel d'allure modeste. Timidement, j'ouvris la porte. Une femme à la réception m'accueillit. Voyant mon air embarrassé, elle me demanda: « Vous êtes seul? Voulez-vous une chambre ?» En rougissant, je lui répondis: « Bien sûr que je suis seule. Voilà, j'ai encore une chambre. C'est la dernière, au 2e étage, sans ascenseur. Si vous désirez, vous pouvez aussi prendre le repas du soir. » Me tendant la clé et m'indiquant le chemin: « C'est la chambre 14. Je ne vous accompagne pas. J'ai mon repas à terminer. » La patronne me proposa le dîner en me précisant que le repas sera servi à 19 heures. Je n'avais rien mangé depuis la veille. J'acceptais volontiers. La chambre n'était pas très grande, mais très propre et claire. La fenêtre donnait sur la grande rue. Le seul luxe de la pièce était un lave-mains. La douche et les WC se trouvaient sur le palier. Je fis un brin de toilette et changeai mon corsage qui avait pris dans le train des éclaboussures de vin et des odeurs d'ail. Puis, m'allongeant sur le lit qui grinçait un peu, j'attendis 19 heures. J'étais un peu déçu. J'aurais tellement voulu que l'on vienne me chercher. Puis, regardant autour de moi, cette chambre tristounette me faisait penser à mes vacances 2 ans en arrière.
Chapitre 6. Voyage de noces. J'étais jeune mariée. Mon mari avait décidé que nous ferions notre voyage de noces en Espagne, à la période des vacances. Sur les conseils d'un de ses collègues espagnols, tous les deux avaient mis au point un itinéraire pour un mois, ne laissant aucune place à la fantaisie ou à l'improvisation. Tout avait été prévu. 2 jours ici, 2 jours là, le train à telle heure, mais comme ce dernier avait toujours du retard, et que les taxis nous faisaient faire 2 fois le tour de la ville avant de nous déposer à notre hôtel, nous arrivions bien entendu à la tombée des cierges. Une odeur de pommes de terre et de chorizo, tout cela baignant dans de l'huile d'olive extra vierge, me monta au nez. Tout ceci commençait à me fatiguer sérieusement, ce qui n'arrangeait pas l'harmonie de notre couple qui battait de l'aile. Après 2 jours passés dans une ville dont je ne citerai pas le nom, mais dont la seule curiosité était un parc pas plus grand qu'un square municipal, nous reprîmes le train direction Madrid. Madrid, enfin la capitale. Ma bonne humeur revint. J'étais heureuse, enfin dans la grande ville. C'est vers 4 heures de l'après-midi que notre train surchargé de voyageurs déversa son trop-plein de clients. La pension de famille, toujours réservée, était accueillante. Un garçon nous accompagna jusqu'à notre chambre, quitte à la pièce en échange de quelques pesetas, donnés à regret par mon mari. Il n'était pas question que je reste dans la chambre. Me dirigeant vers la porte, ce n'est qu'avec mauvaise grâce que ce cher Sylvain décida de me suivre. Madrid était vraiment une ville merveilleuse, pleine de chaleur. Les Espagnols étaient très riches d'esprit et ô combien chaleureux. Il me tardait d'être le soir pour profiter de cette ambiance nocturne. De retour à la pension, la patronne nous installa près de la fenêtre. Le repas, comme toujours, était dégoûtant. Après le dîner, mon mari se leva. Je n'en croyais pas mes yeux. Se dirigeant vers les chambres et non pas vers la sortie, croyant que je ne bougeais pas d'un poil, il me fit signe de le suivre. « Viens, me dit-il, on va se coucher. » Croyant à une nuit prometteuse, je le regardais, étonné, mais hélas, sur le visage de mon cher époux, aucun signe de folie n'apparaissait. Je commençais à me poser des questions concernant mon mariage. Ah, quel beau voyage de noces, et quelles vacances pour venir de si loin et se coucher comme les poules. Dégoûté, je le suivis. J'ouvris la fenêtre et je m'accoudai sur la rambarde. Voyant un groupe de jeunes qui passaient sous la fenêtre en jouant de la guitare, j'appelai Sylvain. Pas de réponse, pour la bonne raison que ce cher homme ronflait comme un bienheureux. Adieu, folie nocturne. Me coucher? Ah non, il n'en était pas question. La nuit commençait à tomber. Toujours à la fenêtre, j'écoutais les rumeurs de la rue qui m'invitaient à partager les joies de Madrid. L'inconnu qui partageait mon lit, c'est-à-dire mon mari, était plongé dans ses rêves. Comment pouvait-on dormir alors que dehors tout vous invitait à faire la fête? Puis ce fut le déclic. Je me vis agir. Prendre mon sac, un foulard, ouvrir la porte et descendre les 2 étages sans emprunter l'ascenseur. C'est au moment où le portier me souhaita une bonne soirée que je réalisai mon audace. Sur la terrasse de l'hôtel, quelques clients s'étaient confortablement installés. Je restai là, planté, devant la porte d'entrée. Un serveur arriva et me présenta un fauteuil, puis ajouta. « Que puis-je vous servir, madame ?»« Señora ?» Sans sourciller, ayant repris mes esprits, je commandai un verre de sangria. Je n'avais jamais bu ce breuvage, mais j'avais vu au restaurant le maître d'hôtel apporter à un groupe de touristes un grand récipient transparent où nageaient des fruits dans un liquide rosé et apparemment bien frais. À mesure qu'ils buvaient,
Il devenait de plus en plus bavard et joyeux. Avant de monter dans la chambre avec mon mari, je lui avais proposé de commander une sangria. Cela le réjouirait peut-être. Il me fusilla du regard et me répondit: « Ce n'est pas dans notre menu, alors pas de folie. » « Je veux bien. » Me trouvant seul à la terrasse de l'hôtel, regardant les messieurs que je trouvais de plus en plus beaux, je sirotais seul l'élixir interdit. Tout en souriant intérieurement, je pensais à Sylvain. « Eh bien, mon gars, si tu voyais ta femme en ce moment !» et me mis à rire. Lorsqu'une voix me fit sursauter. Un homme d'une trentaine d'années se tenait debout face à moi et me dit: « Je vous ai fait peur. Pardonnez-moi, puis-je m'asseoir ?» Sans attendre ma réponse, il prit un fauteuil et s'installa. Parlant moitié français, moitié espagnol, ce qui ajoutait un plus à son charme, le bellâtre s'approcha et, sans me consulter, il commanda 2 verres de sangria accompagnés de kémia. Comme dans un rêve, je subissais sans rien dire. Ce fut un doux moment. Puis le bel Hidalgo se leva en me prenant la main et se présenta. « Romano Valqueaz, pour vous servir, de guide de Madrid. Je serai votre chevalier servant. » Le regardant, il avait l'air très sérieux. Je me demandais si j'avais affaire à un demeuré. N'ayant pas ouvert la bouche, car il me saoulait de paroles, il me tendit mon verre et l'assiette de kémia. Tout en trinquant, je le regardais. Il n'avait pas l'air d'un fou. Ses yeux noirs brillaient, me fascinaient comme un serpent qui va bondir sur sa proie. Je bus une longue gorgée bien fraîche, ce qui me ramena à la réalité. J'aurais voulu le chasser de ma table, mais le débit de ses paroles entrecoupées de mots de français me comblait. Reprenant mon verre en le vidant d'un trait, Romano en fit autant. Je le trouvais de plus en plus beau. Il me demanda mon prénom. C'est à ce moment-là que j'entendis une voix répondre à ma place. « Marion !» Cette voix, hélas, c'était celle de mon mari, s'étant réveillé pour boire. Ne me voyant pas dans la chambre, il était descendu dans le hall de l'hôtel. Le réceptionniste d'insigne lui avait indiqué la terrasse. Rouge de colère, il attendait que je revienne. Je pris le temps de manger une kémia, puis me levant doucement, je pris à mon tour la main de mon bel Hidalgo et lui murmurai: « Je m'appelle Marion, et merci de m'avoir fait rêver pendant quelques minutes. » M'approchant de mon mari, je lui jetai au visage: « Tu te tais, tu ne me dis rien, sinon je repars. » Je passai une partie de la nuit accoudé à la fenêtre. Il était plus que probable, sans l'arrivée du dormeur, je serais certainement parti faire le tour de Madrid la nuit. Après quelques jours passés à Madrid, je décidai de rentrer sur Paris. J'étais fatigué de courir après les trains et faire et défaire les valises. Mon mari fut fou de rage, car il nous restait encore 1 semaine de vacances, et me suivit de mauvaise grâce. Heureuse d'être de retour, une chose était certaine, jamais, au grand jamais, je ne repartirai en vacances avec Sylvain. Puis un bruit de sonnette vint interrompre ma rêverie qui n'avait duré qu'une trentaine de minutes. Me levant, je regagnai la salle du restaurant. La patronne sur les talons: « Je vais vous présenter, » me dit-elle, en ouvrant la porte. Autour d'une immense table en bois rectangulaire se trouvaient parmi quelques clients de l'hôtel les voyageurs du compartiment 4. N'en croyant pas mes yeux et restant cloué sur place, la bouche grande ouverte, la patronne, qui avait sauté un épisode, me tira par la manche. « Vous vous connaissez alors ? Très bien, installez-vous. » La porte fermée, chacun racontant son histoire, une place était libre près du père Laguibole. Ayant peur de prendre un coup de pied dans les tibias, je me dirigeai vers le jeune étudiant dont la place à côté était libre.
regardant tout autour de moi, ce n'était que meubles de chêne qui sentaient bon la cire, des cuivres un peu partout, des napperons en dentelle. J'étais presque certaine que le menu serait potage. Une bonne soupe bien chaude, même si dehors il faisait un bon 30 degrés. Regardant l'assemblée de voyageurs installés autour de la table, je trouvais cela bien étrange de se retrouver encore ensemble et dire que demain matin, d'après ce que j'avais compris de tout ce méli-mélo de paroles, nous devrions tous prendre le même car à 10 heures. Vraiment très bizarre. Il ne manquait plus que notre contrôleur. Chapitre 7. Pauvre Alfred. Notre préposé au billet avait complètement disparu. Dès son arrivée à Besançon, Alfred s'était dirigé vers l'infirmerie. Son cou saignait, et les coups dans la poitrine le faisaient souffrir. Avec son collègue, il fallut rédiger le pourquoi du retard. L'émeute dans le compartiment 4 était une première de toute sa carrière. Après plus de 2 heures passées dans le bureau de son chef, on le laissa partir avec en prime un beau pansement au front. Pensant à sa femme, comment allait-elle réagir en le voyant avec son bandage? Elle devait s'inquiéter de son retard. Le repas des clients devait être prêt. Il n'aurait plus qu'à servir. Enfin, il était arrivé, prenant la porte de service, il enfila sa belle veste blanche et souleva les couvercles des marmites. Entendu du bruit, son épouse entra. Voyant son mari Alfred, la tête bandée, elle poussa un cri. Lui prenant les 2 mains, se voulant rassurant, il lui dit « Je t'en prie, calme-toi, je vais t'expliquer. Comment te dire, je faisais mon contrôle de billets, et arrivé au compartiment 4, eh bien là, je n'ai plus rien compris. Un cauchemar. J'ai vu un militaire le visage en sang. En face de lui se tenait un grand type avec son couteau, puis une femme en furie faisant un bond pour me sauter dessus, suivi d'un homme d'âge mûr, s'accrochant à ses jambes. Là-dessus, je suis tombé à la renverse. Mais avant, j'ai pu voir un singe grimper dans le filet à bagages, suivi d'un chat. Sa femme le regarda d'un air douteux. « Écoute, Alfred, tu vas monter te coucher et je vais t'apporter du potage. »« Il n'est pas question que je monte. Je vais servir les clients. Cela me changera les idées. Prépare la soupière. Je vais mettre ma toque sur ma tête pour cacher ma blessure. » De mauvaise grâce, sa femme s'exécuta. Alfred la poussa vers la salle à manger. Il voulait être seul dans la cuisine. La belle soupière en porcelaine de Limoges en main, remplie à rebord, Alfred poussa la porte de la salle à manger. Et là, bien installés autour de la grande table, les yeux fixés vers l'entrée, les conversations cessèrent brusquement. Alfred, les yeux grands ouverts, croyant faire un cauchemar, tout éveillé, s'écria « Ah non, ce n'est pas possible. Pas eux !» Et là, oubliant qu'il tenait sa soupière pleine de bonne soupe bien chaude, levant les bras au ciel, le bon potage se répandit sur le parquet bien ciré. Adieu soupière, adieu potage. Médusés, tous les clients poussèrent un « Ah !» La patronne, figée sur sa chaise, estomaquée, le souffle coupé, ne réalisant pas ce qui venait de se passer, regardant son mari avec son pantalon trempé et qui s'avançait l'air menaçant vers les clients, oubliant le parquet ciré au potage de légumes, de nouveau le pauvre homme se retrouva les 4 fers en l'air. Sa femme se précipita pour le relever, mais le pauvre homme, complètement sonné, regardait son épouse avec un regard absent et hagard. Le militaire, se précipitant, vint au secours du pauvre Alfred. À eux deux, ils montèrent le malheureux jusqu'à sa chambre, qui marmonnait des paroles sans suite. Les clients, toujours debout, regardèrent leur repas prendre possession du parquet de la salle à manger. Intérieurement, j'étais certaine qu'il n'y aurait plus de potage au menu.
S'approchant de moi, Marie murmura. « Vous m'avez parlé ?» « Oui, je me demandais si nous ne devrions pas nettoyer tout cela. » Lorsque Marina, la patronne, redescendit suivie du militaire, le parquet avait retrouvé toute sa propreté. Sans un mot de remerciement, la patronne regagna sa cuisine et revint avec une marmite de pommes de terre sautées, escalopes, et fit un autre voyage et déposa salade, fromage et tarte aux pommes qu'elle balança sur la table. Ayant compris que la bande de fous qui avait agressé son mari se trouvait bien chez elle, et avant de quitter la pièce, elle nous lança « Vous débarrasserez la table, je monte près de mon époux. » Le repas se passa dans le calme, et tout fut englouti. La table propre, les uns après les autres, chacun regagna sa chambre. Alors que j'ouvrais ma porte pour aller aux toilettes, j'aperçus le militaire qui se dirigeait vers la chambre de Marie. Étrange, je n'avais pas remarqué qu'il y eût infinité entre eux. Oh, quoique. Marie ne devait pas être mariée. Je ne lui avais pas vu d'alliance lorsqu'elle nettoyait le parquet. Peut-être tout cela finirait par un mariage. De retour dans ma chambre, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'entendis parler dans le couloir, ou plutôt chuchoter. Curieuse, j'entrebâillai ma porte. Alors là, je n'en revenais pas. L'agriculteur, Joseph, grattait comme un chat à la porte de Mme Petsec. La porte s'ouvrit, et ce brave Joseph, qui n'attendait que cela, se glissa à l'intérieur. Décidément, il soufflait un vent de folie sur les voyageurs du compartiment 4. J'étais exténuée et pas rassurée de me retrouver seule sans mon mari. Enfin, je réussis à m'endormir. Mais je me suis réveillée en sueur. J'avais fait un cauchemar, c'était affreux. Tout le monde se courait après. L'agriculteur courait après le militaire et l'étudiant sautait de filet en filet. Nous étions bousculés dans tous les sens, comme des moutons qui vont se faire tondre. C'est le bruit dans le couloir qui me réveilla. Je regardai ma montre, il était 8 heures. Il faisait jour. Je sautai du lit, m'habillant à la hâte. 10 minutes plus tard, j'étais dans l'escalier traînant ma valise. Dans la salle à manger, toute la troupe était au complet. Joseph tenait la main de Pierrette, sa partenaire de folie. Nos deux passionnés, Marie et son militaire, parlaient à voix basse. L'heure du départ ayant sonné, nous prîmes tous ensemble le chemin de la gare routière. Quelques voyageurs avaient pris place, chacun de nous s'installa, l'étudiant vient s'installer près de moi. Le chauffeur contrôla nos billets et ce fut le départ. La campagne était belle en ce mois d'août. Je me demandais si M. Rivera serait à la station, ou près de la gare, mais hélas, toujours personne. 4 bons kilomètres séparaient la gare de la maison. Je me voyais mal parti pour faire cela à pied. La tête bien calée sur la banquette, je m'endormis. Lorsque j'ouvris les yeux, près de moi se trouvait non pas le jeune étudiant, mais Marie. Je fus tellement surprise qu'elle s'excusa, puis se replongea dans son journal, et là, je vis une alliance qui avait réintégré son annulaire. Ainsi, cette jeune personne était mariée. Regardant derrière moi, je vis l'étudiant près du militaire. Donc on devait l'attendre à l'arrivée du car. J'étais la première à descendre. Le car s'arrêta et le chauffeur s'écria. « Verchamp, 5 minutes d'arrêt !» Je me levai, saluant au passage, et fis un signe de la main aux voyageurs. Le chauffeur descendit pour me remettre ma valise. Il me fit une remarque désagréable. « On dirait bien que l'on vous a oublié. » Me saluant, il remonta dans son véhicule et disparut. Il avait raison, le bonhomme. J'étais bien seul. J'avais très chaud et soif. Ma bouteille d'eau, je l'avais oubliée à l'hôtel.
Un muret longeait la route. Je me dirigeai vers lui et m'y installai, laissant mon encombrante valise là où le chauffeur du car m'avait déposé, c'est-à-dire en plein milieu de la route. Pensant à M. Rivera, et certaine de lui avoir écrit, lui annonçant mon arrivée. Lisait-il mon courrier? Quel âge pouvait-il bien avoir? Je ne m'étais jamais posé la question, n'étant même pas certaine de le reconnaître. Lorsque j'étais dans la famille, je le voyais si peu. S'occupant de gros chantiers sur Besançon, il partait le lundi matin, ne rentrant que le vendredi soir très tard. L'entreprise appartenait à son beau-père, c'est tout ce que je savais, et le samedi c'était la chasse ou la pêche, toujours avec ses 2 garçons. Madame Rivera avait l'air de s'en accommoder. Ariel, sans les jumeaux, c'était sa journée de repos. Elle pouvait faire ce qu'elle aimait le mieux, la couture. Au fond de la maison se trouvait une pièce qui n'avait jamais été terminée. Elle en avait fait son atelier. Des catalogues de mode, du ruban, des rouleaux, de tissus de toutes les couleurs, des bobines de fil à n'en plus finir. Lui servant de modèle, j'étais la petite fille la mieux habillée du village. À 4 pattes sous la table à ramasser les épingles avec un aimant, je m'amusais beaucoup, et de fil en aiguille, j'apprenais sans m'en rendre compte, ce qui allait devenir plus tard, grâce à Ariel, mon métier. Les jumeaux avaient maintenant 13 ans, et moi 11. Ariel avait beaucoup de mal à canaliser toute cette énergie. Il y avait bien Juliette, la domestique, mais depuis longtemps elle avait renoncé à s'occuper de nous. Lorsque la fatigue se faisait trop sentir, Madame Rivera appelait son père et le grand-père emmenait les jumeaux pour la journée. Elle se réfugiait dans son atelier. En l'observant parfois, je la voyais qui restait de longs moments, l'aiguille plantée dans son tissu, sans pouvoir coudre, puis son visage devenait de plus en plus pâle et amaigri. Parfois, je me permettais de lui parler de son mari. Je lui demandais « Monsieur Rivera ne vous manque pas trop ?» Me tapotant la tête en souriant, elle me disait « Et si nous terminions cette robe ? Ma mère désire la porter dimanche pour l'anniversaire des jumeaux. » J'allais avoir 14 ans. Nous étions en cuisine, lorsque Madame Rivera vacilla et tomba. En panique, j'appelai la femme de ménage. À nous deux, avec beaucoup de mal, nous la transportâmes jusqu'à son lit. Juliette téléphona au docteur, et je courus chercher ses parents. Le docteur Oust arriva et ne pouvait pas se prononcer sur le diagnostic. Il fallait hospitaliser Madame Rivera. Le lendemain, ses parents et son mari l'accompagnèrent à l'hôpital. Je ne l'ai jamais revue. Les jumeaux prirent le chemin de la pension, et moi retour à l'assistante publique. Ma petite mère n'était plus là. C'est comme cela que je l'appelais, quand j'étais seule. Il me fallut plus d'1 année pour me remettre de la disparition d'Ariel, ne voulant même plus toucher à une aiguille. Puis, une nuit, j'eus une vision. Ariel apparut au pied de mon lit. Elle portait la dernière robe que nous avions faite ensemble. « Marion, me dit-elle, j'aimerais tellement que tu reprennes la couture. Ces années passées ensemble, je ne souhaite pas que ce soit des années perdues. » Puis je répondis « Je vous le promets » et elle disparut. Me levant d'un bond désespérément, je criai « Ne partez pas !» La porte s'ouvrit. La directrice entra. « Alors, Marion, encore un cauchemar ?»« Oui, madame, et ce sera le dernier. » À nouveau, j'étais perdue dans mes pensées. C'est à peine si j'entendis arriver le véhicule qui fit une embardée pour éviter ma valise. L'homme descendit de sa camionnette, ramassa ce qui avait failli lui causer un accident, les cheveux en brosse, un peu grisonnants, l'allure raide, sportif, pas vieux, pas jeune. Je le regardais sans le reconnaître. S'approchant de moi, « Mademoiselle Marion, je présume. »« Oui, c'est moi. » »« Monsieur Rivera s'excuse. » Le devançant, j'ajoutai. «
Il a été retenu sur un chantier? Oui, à quelque chose près. C'est cela. Je m'appelle Jean. Je suis au service de Monsieur Rivera. Si vous voulez bien monter. Les quelques kilomètres furent vite franchis. J'avais hâte de voir la maison de mon enfance. Oh, quelle surprise quand la camionnette s'arrêta. Comme par enchantement, la maison familiale avait fait place à un vrai domaine. En hauteur, en largeur, tout avait été transformé. De hautes grilles entouraient la propriété. Jean descendit du véhicule pour ouvrir le grand portail. Je restais sans voix, bouche bée. Il n'y avait plus rien de l'ancienne maison. Même le beau noyer qui trônait au milieu de la cour avait disparu, laissant place à une bordure de rosiers grimpants. Il ne restait plus rien du passé, comme si on avait voulu tout effacer. C'était réussi. Jean vit ma tristesse. Vous savez, je n'ai jamais connu une ancienne demeure. Cela fait 5 ans que je suis au service de Monsieur Rivera, mais vous verrez, vous y serez très bien. Je vais vous faire visiter. Le petit escalier de bois qui autrefois desservait la cuisine avait fait place à de grandes marches en marbre blanc, desservant également salon, salle à manger et un long couloir desservait chambre et salle de bain. Jean s'arrêta devant une chambre. Si elle ne vous convient pas, vous pourrez choisir parmi les autres. Je vous invite, et à votre convenance, à passer à table. Décidément, ce Jean était aussi plaisant qu'une porte de prison. Comme je m'en doutais, la cuisine était en rapport avec le reste de la maison, grande et moderne. Mademoiselle Marion, je vous installe sur la terrasse avec un petit déjeuner. Ah, la terrasse, une belle installation. Chaises longues, balancelles, fauteuils, des arbustes tout autour. Non, merci, je n'ai vraiment pas faim. Un café dans un grand bol me suffira. Puis, si vous avez une bicyclette, j'aimerais vous l'emprunter. Certainement, mademoiselle, nous en avons au garage. Je vais vérifier les pneus. Derrière la maison se trouvait un parc puis un potager, ainsi que des fleurs de toutes sortes. Je fis un beau bouquet et direction ma petite mère. Monsieur Rivera téléphona à Jean. Alors, Jean, la petite est arrivée. Elle n'a pas trop attendu. Jean, vous ne répondez pas. Comment va la petite? Vous lui avez préparé une bonne tarte? Passez-la moi, je vais lui parler. Elle n'est pas là, monsieur. Comment, vous n'avez pas été la chercher? Si, bien sûr, mais elle a pris le vélo sans vouloir manger. J'espère que vous ne lui avez pas fait peur. Je ne peux pas rentrer ce soir. Appelez Jeannette. La petite se sentira mieux avec une femme. Jeannette est à la buanderie, elle ne l'a pas encore vue. Puis le patron raccrocha. Jean, loyal serviteur, prenant un air interrogatif, ne comprenait pas la réaction de son patron. Mademoiselle Marion, 1m74, taille mannequin, vêtue avec goût et élégance, très séduisante. Si Monsieur Rivera avait gardé de Marion une image d'adolescente, une surprise de taille l'attendait. Jean, espérant tout de même qu'il ne lui ramène pas une poupée comme cadeau, il se demandait depuis combien de temps ces deux-là ne s'étaient pas vus. De retour chez Patrick, Marion, se sentant le cœur plus léger, avait dit enfin au revoir à Ariel. Lui racontons sa vie, son parcours, depuis le jour où, 10 ans auparavant, elle avait été séparée brutalement et combien elle lui avait manqué. J'aurai le plaisir de vous raconter la suite de l'histoire dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à laisser vos différents commentaires. À très bientôt.